Bonjour à tous et merci d'être là ce matin. Nous sommes le 1er mai, nous célébrons justement la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs qui marque justement plus d'un siècle et demi de lutte pour recouvrir les droits, notamment tout d'abord au début de l'histoire par la récupération justement de toute la dignité des travailleurs en imposant les 8 heures de travail. Donc nous parlerons un petit peu de cet aspect, les droits en l'occurrence, à travers la présence parmi nous de Madame Siham Younes, directrice centrale de l'exploitation du contrôle et du contentieux qui va en fait du CACOBAT, le CACOBAT qui n'est autre que la Caisse nationale des congés payés et chômage tempéré. Nous axerons notre intervention sur le secteur du bâtiment avec tous ces métiers difficiles et laborieux donc auxquels s'intéresse cette institution pour permettre justement à ces travailleurs d'avoir les mêmes droits que l'ensemble des travailleurs du monde. À cette occasion, donc, je souhaite une bonne fête à tous ceux qui travaillent, notamment ceux qui sont de service aujourd'hui, un peu comme nous. Et oui, l'équipe de télévision est là pour vous servir jusqu'à 9h30 avec toute une programmation. Donc, notamment, nous parlerons d'une campagne lancée tout récemment en faveur de la lutte contre l'addiction à la drogue. Nous aurons l'occasion d'en discuter avec le professeur Abdelkarim Saoudi, qui lui représente l'établissement hospitalier spécialisé de Cheraga. Donc il est spécialiste spécialisé en psychiatrie et en addictologie. Donc il en connaît un bout sur toutes ces addictions et puis tous les traitements de l'addiction entre démarches psychologiques et approches médicamenteuses. Dans cette matinée, nous aurons aussi le plaisir d'entrer en contact à partir d'Italie avec le styliste et plasticien donc Massini Sasker qui vient d'avoir le Lion d'Or tout récemment, un Lion d'Or à la Mostra de Venise pour les arts visuels. Donc ce qui vraiment fait de lui l'un des rares artistes à décrocher une telle récompense. Nous aurons l'occasion de parler de son parcours avec l'artiste qui sera en direct avec nous ce matin. Et puis nous retrouverons Siham Kenouche pour parler encore d'art mais différemment, mais cette fois-ci à travers les anciennes chansons de quartier. Donc voilà, c'est Siham Kenouche qui nous fait toujours découvrir de très belles histoires liées à notre patrimoine, à l'histoire de toutes les symboliques. Alors merci encore une fois d'être avec nous, merci aux travailleurs qui nous regardent parce qu'ils sont justement en congé payé aujourd'hui, donc on vous salue particulièrement bien bas ce matin. Donc tout de suite, un point météo avant de démarrer notre émission, mesdames et messieurs. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Voilà, elle nous donne le sourire tous les matins. Il s'agit de Malaribi pour vous servir pour les nouvelles du ciel ce matin. Ça va, Radia? Ça va très bien. Quand je vous vois, je vais très bien. Ah bon? Voilà, j'attends le retour. Allez, un petit compliment aussi. Ah oui, moi aussi. En tout cas, bonne fête. Et, bonne fête, Radia. Voilà, c'est une belle journée pour sortir? Oui, pourquoi pas, oui. Voilà, ouais. C'est une journée chômée payée, donc profitons-en. Exactement, ça va être un temps un peu couvert quand même. Voilà. D'accord, mais bon. Mais il fera bon. Mais il n'y a pas de pluie, donc on peut circuler. Les pluies, par contre, à l'est. Ah oui, il y aura quelques pluies. Allez, de plus amples détails, s'il vous plaît. Merci. Merci, Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura de la brume matinale près des côtes ouest. Puis le ciel restera dégagé tout au long de la journée, avec toutefois des foyers orageux sur pratiquement l'ensemble des hauts plateaux et les régions intérieures de l'ouest, le centre et l'est du pays. Ces orages peuvent donner quelques pluies durant l'après-midi sur le haut plateau du centre et l'est, et quelques pluies également durant cette matinée sur les côtes est. Vers le centre, eh bien, le ciel se montrera le plus souvent nuageux près des côtes centre, mais sans pluie bien sûr. La moitié sud, eh bien, le ciel restera partiellement voilé. L'extrême sud, le Gert Tassili, le Sahara oriental, le Nord-Sahara, les oasis avec des cellules orageuses qui peuvent donner quelques pluies l'après-midi cette fois-ci vers le Nord-Sahara et les oasis. Ailleurs, rien à signaler, le soleil sera bel et bien présent. Et à noter des ondes de sable vers le Bécharois, le Nord-Sahara et les oasis. Les températures, eh bien, seront plutôt élevées par endroits
endroits. Le maximum 32 degrés à Rolizane, 31 à Tlemcen, 27 degrés au rang Al-Beyad Tizi Ouzou, 26 degrés à Alger, 25 à Annaba et Batna, 23 à Constantine. Au sud, 30 degrés à Gardaïa, 34 Béchar Biskra, 36 Taman Rasset, 37 à Janet, 43 degrés le maximum, Tindouf, Adrar, Insalah, Borj Bedi Mukhtar et In Gazem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes centre et est, mais plutôt calme sur les côtes ouest. Des vents qui varient entre 10 et 20 km/h sur les côtes ouest et les vents seront variables. 20 à 30 km/h sur les côtes centre, les vents seront de secteur est à nord-est et 20 à 50 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur nord-ouest. Voilà, on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 19h35. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel, pour ces précisions. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Bonne fête. Bonne fête, oui, même si, bon, c'est vrai qu'on n'en profite pas beaucoup, vous et moi, mais nous, bon. on travaille. On travaille comme l'ensemble des personnes qui œuvrent justement à offrir tous ces programmes en radio, en télé. Donc, on les salue puisqu'ils sont en poste aujourd'hui. Et puis, bien sûr, on est ravis de vous servir jusqu'à 9h30. On va cadrer un peu avec cette actualité, le 1er mai notamment, en offrant justement une petite note de nostalgie, une petite chanson qu'on va rappeler et qui marquait justement les débuts de l'indépendance avec justement cet hymne aux travailleurs, cet hommage rendu par Oura de Boumedienne. Et c'est parti. نحن عمال البلاد، نحن أبطال الجهاد، نحن عمال البلاد، نحن أبطال الجهاد. الاتحاد الاتحاد الاتحاد، الاتحاد الاتحاد الاتحاد، نحن عمال البلاد، نحن عمال البلاد. نحن أقسمنا اليمين أن نكون مخلصين، نحن أقسمنا اليمين أن نكون مخلصين في الاتحاد والعمل، في الاتحاد والعمل، في الاتحاد والعمل، في الاتحاد والعمل. دائما طول الزمن نحن أقسمنا اليمين أن نكون مخلصين، نحن أقسمنا اليمين أن نكون مخلصين في الاتحاد والعمل، في الاتحاد والعمل، في الاتحاد والعمل، في الاتحاد والعمل. دائما طول الزمن نحن عمال البلاد، نحن عمال البلاد.
تحملنا العذاب وتكلفنا الصعاب كم تحملنا العذاب وتكلفنا الصعاب فاسألوا العالم عنا هل ضعفنا أو مللنا فاسألوا العالم عنا هل ضعفنا أو مللنا كم تحملنا العذاب وتكلفنا الصعاب كم تحملنا العذاب وتكلفنا الصعاب فاسألوا العالم عنا هل ضعفنا أو مللنا فاسألوا العالم عنا هل ضعفنا أو مللنا نحن عمال البلاد نحن عمال البلاد نحن Voilà, c'est Nahnu Ammal al-Bilad, une chanson interprétée par Ourad Boumediene qui nous rappelle un petit peu l'épopée de ces premiers ouvriers qui ont construit, bâti ce pays vraiment avec beaucoup de fierté. Et aujourd'hui, j'ai la fierté et la joie de vous présenter Siham Kennouch ce matin. Bonjour Siham. Une des gens qui travaillent aujourd'hui, qui sont eux aussi Ammal al-Bilad, n'est-ce pas, tels que vous et moi et la puis nouvelle tous génération. Les gens qui sont à la régie, ceux qui nous regardent alors qu'ils sont au travail comme nous. Marhaba bikoum. Oui, mais ça a dû être beaucoup plus difficile au début, aux prémices de la construction. Oui, mais c'était beaucoup plus normal. difficile. Oui. Mais j'aime bien la musique. C'était une marche comme ça, pam, 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 oui, tout à fait. Et ça donnait de la... Ça booste, donne oui, du pain. énormément. Effectivement. Voilà. Ça galvanise les efforts. Oui, à une certaine époque, on travaillait en chantant. Quand il y avait un travail où il devait fournir un effort et que tout le monde devait travailler sur la même cadence, en chanter. Ça rappelle Ahlil, par exemple. Voilà, quand on va à la Saoura et que voilà ces chants qui ont été transmis de génération en génération, qui accompagnaient le labeur, travailleur et le labour. Voilà. Oui, parce que en fait, c'est ça, c'est un certain rythme que tout le monde devait suivre. Alors il y avait d'ailleurs, la musique m'a rappelé un autre genre de musique qui, malheureusement, nous le retrouvons pas beaucoup. C'est la chanson humoristique. Quand on écoute le fond, l'orchestre là, etc., ça me rappelle un petit peu Rachid Ghasantani, ça nous rappelle certaines chansonnettes qui étaient, bon, c'est des chansons humoristiques, hein, qui avaient son public, etc. Rachid Ghasantani, toute cette génération. Oui, il y avait les Helmi, les frères Helmi. Et je crois, j'ai l'impression, si je ne m'abuse, que le dernier qui a chanté la chanson humoristique, c'était Salah Oukhrout. Avec oui, il avait aussi cette chanson. Oui, si, c'est vrai. Et puis du coup, vous savez que ces chansons, ça pénètre d'une façon incroyable dans la société. Et qu'est-ce que ça donne? Et ça se fait que tout le peuple, toutes les générations, et les femmes au foyer, les enfants dans la rue, ils se l'approprient. Voilà, et on commence à la chanter. Je vous donne un exemple. Notre Ammar Djalma, c'est ça, fureur, c'est-à-dire que c'est tout le monde, quand on voyait les tuyaux d'arrosage, quand on voyait des puits, quand on voyait des bidons avec, bien sûr, avec de l'eau, etc. C'était notre Ammar Djalma. Et puis, attention, parce que ça parle aussi d'une époque. Une époque où il y avait la rareté de oui, l'eau. Parce qu'avec la sécheresse, j'espère que ça va pas se reproduire. Maintenant, c'est à l'échelle mondiale. Oui, on parle même de guerre de l'eau. Donc, vous voyez que c'était une chanson non seulement d'actualité, elle l'est toujours, mais aussi c'est une chanson qui interpelle tout le monde. À une certaine époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, Radia, à une certaine époque, on chantait. Même si on ne devait rien faire, ce n'était pas forcément un jeu, mais les enfants chantaient, les mamans chantaient. C'était tout le monde qui avait ses propres chansons, peut-être avec un club sportif. Bon, je vous rappelle, au coup de Sarira, à Bellecour, on disait Tchou Kamel Hassiyar bien. Par exemple. Alors, d'où ça vient? On ne sait pas. Ça devait être un mari qui était très mécontent le fait que sa tchouka n'était pas du tout salée. Mais bon, l'essentiel, c'est que son club préféré, donc, a peut-être gagné le championnat. Qu'est-ce qu'on sait? Mais en tout cas, c'était tchouka. Ça a dû épater
épargné cette femme de femme. Et puis c'était tout le monde dès qu'il y avait ce club de Belwisdel, le CRB qui jouait, c'était tout le monde qui. Tchouka devait être Melha et puis et CRB devait absolument gagner. C'est des chansons qui expliquaient une période, qui se focalisaient sur quelque chose. Ça devenait un petit peu éternel, vous savez. Je crois qu'on va écouter. On va écouter un petit extrait, on va essayer de deviner. Ah oui. Ah. حبوا العسروس يعلموه البوس والقلو يضرب بالموس في كروسة يربطوا فلوس اركب يا بوساسية اسطح اسطح يا لولو ايدا غنى الثعلولو. Vous voyez, c'est des Michel, chansons. non? Non, c'est Rachid Khsantani. Reprise plus tard par Bazis, je pense. Après, on disait donc ça faisait danser le petit garçon, ça les amusait. Puis, et quand vous écoutez les paroles, en fait, ce sont des paroles qui ont un objectif éducatif, qui ont aussi une certaine critique sociale, etc. C'est un petit peu critique et, comment dirais-je, c'est caricaturiser quand même un événement social, une certaine catégorie de société. Ça parlait de choses et d'autres, mais en tout cas, la chanson est restée jusqu'à très longtemps. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était ancré dans notre société. Puis ça a fait le tour de l'Algérie, c'était tout le monde qui connaissait cette chanson. Puis il y avait les chansons aussi dites spéciales femmes, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des chansons qui étaient chantées par tous, mais il y avait aussi des chansons de quartier pour les fillettes plutôt. Voilà, par exemple, beaucoup Madarkosh. Maintenant que tu l'as dit, ça y est, c'est oui, bon. Bah, écoute, ça déclenche le rire. Du genre, ya khiyata, ya miyata, chaufi, hzamek tah. Alors, tout ça, c'est une certaine période. On sait que les mamans, à une certaine époque, aimaient coudre, donc il y avait toujours cette riata du quartier, exactement, même avec ta roda, avec la pédale, et le rouet qui. Donc c'est franchement une époque, un métier, ça chantait un métier aussi, c'était le riata, vous savez, une couturière. On faisait quelque part l'éloge de cette couturière. Et puis il y avait les métiers donc dans ces chansonnettes, ça nous rappelle le 1er mai. Donc on parlait de pratiques sociales, on parlait d'une certaine époque où il y avait, donc c'était des phénomènes qui allaient et qui venaient, mais c'était vraiment une société. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui viendra un jour, qui fait sociologie et qui va s'intéresser pour faire toute une thèse de doctorat sur les chansons. Encore faudrait-il que ces chansons lui parviennent, parce qu'avec le temps, aussi, il y a une déperdition de tout cet héritage. Il peut très très bien faire une recherche, c'est-à-dire il y a toujours eu Diane Maman. Voilà, par exemple. Ou alors chez vous. Oui, chez moi, et ceux de ma génération, d'accord, fin des années 70, 80, oui, ça va, il sera servi. Mais celle d'avant, oui, il y a des gens qui gardent toujours qui ont une bonne mémoire. Et une bonne mémoire. Et puis il y a ceux qui sont chantés, par exemple, à l'Est algérien, par exemple, quand on parle d'une fille, une jolie fille qui a des tresses, etc. Bentina ya bentina, halwa halwa bentina, ta bata bata bata, wal khnouna habta. Mon Dieu. Pardonnez-nous si vous êtes بوفكران بوجغلال طالعين في الحيطة. أعطوني حوايج جديد ولا نروح المالطة. C'est tout un tout. Donc
d'où il ramenait toutes ces informations? Est-ce que c'était improvisé? Moi, j'ai l'impression que si. Il y avait une dame quelconque dans un certain temps qui a improvisé quelques paroles et puis c'est devenu comme ça une chanson qui était chantée un petit peu par tout le monde. Mais ce serait bien que les artistes, franchement, s'intéressent un petit peu plus à cette chanson humoristique. Là, c'est une éducation pour les belles, la prochaine belle fille. Waouh! فرشي لعجوزتك وقولي لها لا ما هيش لا. Ce n'est pas. Donc déjà, on voit déjà qu'il y a un conflit quelque part les entre conflits belles filles. éternels entre belles filles Ben oui, ça a été et chanté belle-mère. et ça a été, ça va rester dans l'histoire. Qui fut un temps, même si plus tard, dans des siècles et des siècles, il y aura la belle-mère et la belle-fille qui vont devenir Samn ou Hasan. Mais il y a toujours cette tout un chanson. historique et tout un héritage. Eh ben par oui. rapport à ces conflits. فرشي لعجوزتك وقولي لها لا وما هيش لا وما هيش لا. Et c'est دربوكا. Oh, كنت نضرب دربوكا. Que de bons souvenirs, en tout cas, c'est oui. franchement. Et puis il y a aussi il y a ces chansons qui sont sorties directement de colonies de vacances. Et ناكل بطاطا. Oh là là, alors pourquoi Zabata? Parce que ça fonctionnait comme ça. C'est des frémissements comme ça de lui. Voilà. Et puis, enchanté. Hélas, nos enfants ne chantent plus. Ils sont connectés. Ouais. Ils sont hyper connectés et complètement addicts. Je me demande comment on va étudier la société si nous n'avons plus de jeux, si on ne chante plus. Si on pratique, j'ai envie de dire qu'on raconte plus, qu'on ne s'exprime plus dans la rue, par exemple. Moi, je ne vois plus de groupe de filles qui jouent à la corde ou à la marraine ou le shaïga ou Qreda, et je les entends plus chanter. Oui. Elles ne chantent plus. Peut-être que je suis passée devant un groupe de filles comme ça, mais elles ne chantent plus. Attention. Rares sont les quartiers où l'on retrouve ces regroupements, où les enfants... Déjà, les regroupements sont rares, voilà. mais il n'y a plus de chansonnettes. Et là, il y a un signal d'alarme. Il y avait les chansons jeux, il y avait les chansonnettes comme ça qu'on chantait parce qu'on aime chanter. Et puis, il y avait des chansons comme je vous disais. Il y a le foot aussi qui est lance, propice au bien lancement sûr, de différentes chansons c'est normal. Et puis, reprises dans les quartiers. Comme je vous disais, il y a des chansons de colonies de vacances que je n'ai jamais retrouvées, que je n'ai jamais... Ya Sayyad l'Orzal, Ya Nasher l'Ahbal, Ya Sayyad l'Orzal, Dini Ma'ak. Regardez comme c'était joli. Et je trouve que c'était poétique, c'était beau. D'où vient cette chanson? Aucune idée. Personne ne sait. C'est à rechercher, absolument. Oui, En tout il y a un travail de J'ai pas reconnu la production, Alors, mais... Bakri, je salue toutes mes amies, enfin, mes copines d'enfance, mes amies de quartier, les Toufa, Allah yarhamhom, ou les Qadou, j'espère qu'elles nous regardent. Ana derbak jia تاع quartier. Les prédispositions étaient là parce que vous êtes dans l'art du spectacle. Franchement. Enfin, avec ça, merci. Et vous donnez le là, donc jusqu'à comme ça. aujourd'hui. Bravo. En tout cas, on a été ravis ce matin. Encore Et une fois, Aïchek, bonne merci. fête. Et ça nous a permis aussi de parler de toutes ces belles chansons, notamment celles qui honorent les sportifs. Elles sont différentes, elles sont multiples, elles sont chantées dans tous les quartiers à travers les 58 wilayas aujourd'hui. Et justement, le football est roi cette semaine en Algérie, puisque cette semaine et durant 3 semaines, le CAN, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, coupe de football bien sûr, est déjà en cours depuis déjà une journée, 2 jours plutôt. Donc on va revenir tout de suite sur les images de oui. Vous voulez dire quelque chose? Oui, la chanson qui accompagnait avant celle d'aujourd'hui. Oui. Alors à l'époque, il y avait des Liassa qui chantaient Atelo Oui. Zalamet. D'accord. Pourquoi ça me
Safia, ne posez pas de questions. Moi, j'ai retenu plutôt, il y a le... C'est une chanson de Selwa, me dit-on à l'oreille, et Allah yarhamha, donc, mais bon, moi j'ai retenu surtout, il y a l'ouled di Rouhala, par rapport au football. Oui, Donc, oui, bon. voilà, qui dit football, eh bien, un connaisseur sera tout de suite parmi nous. Il s'agit de Riyad Belkhadim pour nous donner l'actualité du CAN 2023, CAN U17, bien sûr. À tout de suite. Africa, Madiba Neradi. Africa, Madiba Neradi. تمنيت نعيش غير ثانية في فرقية والدنيا هانية من غير هواس بالسما ولادك ديما سالية مفتون بزينك ونغيس في الوان شريس نعيش ونموت شريف نحلم بلوفان بيس والفرحة دايما الوان هاي فرقيا مرحبا باللي جا وجاب ليدي شوفك في السما كي النجمة نفرحك وتقولي وليدي Voilà, 12 pays en lice pour cette compétition footballistique, donc organisée dans 3 villes algériennes, Constantine, Annaba et la capitale Alger. C'était les images du stade Mandela, donc de samedi dernier, l'ouverture, pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui se demandent à quoi correspondent ces images avec cette belle brochette d'artistes algériens et africains. Bonjour Riyad Belkhadim, vous êtes là pour justement parler de cette très belle compétition. Bonjour Radia, bonjour. On va parler de foot aujourd'hui exclusivement, mais on ne va pas commencer par la CAN parce que hier, en fait, il y a eu une déception avec l'élimination du CRB et de la JSK de la Champions League africaine. Eh bien, l'USMA, hier soir, a sauvé l'honneur des clubs algériens. Et quelle victoire! Quelle victoire, ou plutôt quelle qualification, hein, parce que au tableau d'affichage, les USMistes se sont inclinés, mais l'USMA est en demi-finale de la Confédération africaine de football, c'est la Coupe de la CAF, malgré sa défaite face aux forces armées royales du Maroc, 3-2, avec un pénalty très généreux accordé en fin de partie pour les Marocains. Les Algérois avaient égalisé 2 buts partout. Au match aller au stade du 5 juillet, c'est là où s'est joué, où s'est fait la différence. Les Algérois avaient gagné 2-0. C'est suffisant pour se propulser en demi-finale. Là, les Algériens affronteront le célèbre club de l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire qui a éliminé les Tunisiens de Monastir sur le score de 2-0. La demi-finale aura lieu dans 10 jours, le 10 mai prochain, et le retour ce sera le 17 prochain. On voit quelques images donc, du match aller avec ce magnifique... Absolument, la couleur... Ça, c'est les supporters de l'USMA, magnifique. Et comme ils n'ont pas fait le déplacement au Maroc, hier, ils sont partis jusqu'à l'aéroport. Alors, il y avait foule à l'aéroport, comme pour transcender les joueurs. Il y a de très, très belles images où ils scandaient tout le bien qu'ils pensaient des joueurs. Et ça les a galvanisés, ça a marché. Et puis voilà, il y a une très, très belle qualification de l'USMA d'Alger. Donc, les USMistes sont en demi-finale de la Coupe de la CAF et peut-être pourront-ils aller au bout.
au bout donc la finale de cette compétition footballistique. Alors en parlant justement de compétition, Cannes, mais des moins de 17 ans, c'est chez nous que ça se passe. Alors avant de parler du programme d'aujourd'hui, hier il y avait d'abord en milieu d'après-midi, ou plutôt en début d'après-midi, il faisait chaud à 14h au stade Balaké. C'est hier ou aujourd'hui? Là je suis perdue. Hein. On va parler des résultats d'hier, avant de parler du programme d'aujourd'hui. Alors, après on ira aujourd'hui. Hier après-midi, bon on s'est vu le matin, donc hier après-midi il y a eu Sénégal-Congo, c'est-à-dire les deux autres adversaires de l'Algérie, dans le même groupe de l'Algérie. Le gros morceau, le concurrent direct de l'Algérie, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui a battu le Congo 1-0, ce qui fait que avant le match de mardi Algérie-Sénégal, le Sénégal revient à hauteur de l'Algérie et très certainement que le match de mardi sera synonyme de qualification pour l'un ou pour l'autre parce qu'ils ont chacun donc enregistré 3 points. Et je rappelle que les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le deuxième tour. Donc voilà pour le groupe A. Maintenant, et on va voir les images également, on va passer au groupe B avec les résultats. Hier, dans un match complètement anglophone, le Nigeria a battu la Zambie 1-0 au stade Hamlaoui de Constantine. Vous parlez des 3 villes. Oui. Il y a le groupe de l'Algérie à Baraké, ici à Alger. Il y a le groupe B à Constantine. Et aujourd'hui, ce sera au tour du groupe C. On va parler des matchs. Voilà, ça c'est le vestiaire du Sénégal que l'on va revoir à l'image dans quelques instants. C'était pour le match d'hier après-midi. Donc à 17h, je le disais, le Nigeria l'a remporté face à la Zambie. C'est le Sénégal, ça, c'est le Sénégal. Très beau vestiaire que celui du stade de Mandela. Et puis le soir, l'Afrique du Sud a concédé sa première défaite face au Maroc de but à 0. Ça, c'était pour le groupe B. Et on revoit donc la descente des Sénégalais. Alors, les Sénégalais sont champions. Alors, je vous rappelle que c'est le gros morceau parce que les Sénégalais sont champions d'Afrique en titre. Ils ont gagné le CHAN, souvenez-vous, ici à Alger face à l'Algérie, en finale du CHAN, ici même au stade Mandela. Et c'est un gros morceau parce qu'ils sont tous issus de la même école de formation, superbe école au Sénégal. Et donc, c'est peut-être l'adversaire le plus coriace. Si on arrive à s'en défaire, on le retrouvera très certainement dans les prochains tours. Et les matchs disputeront, les Algériens disputeront, donc les jeunes Algériens disputeront le match quand? Le 2 mai? Mardi à 20h au stade Mandela face au Sénégal. Mardi, ça, ça veut dire demain. Ce qui veut dire demain, voilà. C'est demain. Un match à ne pas rater. Et comme c'est à 20h, même si c'est en semaine, il fera un peu plus frais. Donc les gens pourront faire le déplacement au stade Mandela et les encourager. Ils en ont bien besoin. On va terminer avec le programme d'aujourd'hui, Radia, si tu permets. Première journée donc dans ce groupe C et ça se passera au stade du 19 mai 56 à Annaba. Il y aura dans le groupe C un seul match aujourd'hui. Je vais vous expliquer, je vais y arriver, pourquoi. Alors, il y avait au départ dans ce groupe Mali, Burkina Faso, Cameroun et Sud-Soudan, ou le Soudan du Sud. Et juste avant le coup d'envoi de la compétition, ou un peu après, il y a eu ce coup de tonnerre. C'est la disqualification du Soudan. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va avoir Mali-Burkina à 20h et le Cameroun est exempt aujourd'hui parce qu'il n'a pas d'adversaire. Le Soudan du Sud a été disqualifié. Pourquoi? Alors, il y a ce qu'on appelle un contrôle biologique de l'âge. D'accord. Et c'est des U17, donc ils n'ont pas encore 18 ans. Donc il y a un contrôle s'il y a, le règlement stipule que s'il y a plus de 5 joueurs qui sont fraudés à l'âge, toute l'équipe est disqualifiée. C'est ce qui est arrivé au Sud-Soudan. Alors comment on calcule l'âge exact d'un jeune athlète presque majeur? Eh bien, on calcule la longueur du cartilage. Fatih Abadan, notre médecin de la rédaction, vous l'expliquerez mieux que moi. Mais en tout cas, c'est la longueur du cartilage. Donc la croissance du cartilage au niveau du poignet, pardon. Donc pour protéger les jeunes athlètes, le scan n'est pas de tout le corps, mais on met juste comme ça le poignet pour scanner la longueur de ce cartilage. Et c'est très précis. Alors, plus de 5 mm, c'est plus de 17 ans. Moins de 5 mm, c'est moins de 17 ans. Donc il y a eu 5 athlètes contrôlés et qui étaient positifs à la fraude, ça veut dire qu'ils avaient 18 ans. Donc
le Sud-Soudan est exclu de ce groupe C et il ne participera pas à la compétition. Donc aujourd'hui, on n'aura le droit qu'à un seul match. Burkina-Mali, ce sera à 20h et le Cameroun n'entrera en lice qu'à la prochaine journée. Voilà donc pour le programme d'aujourd'hui. D'accord, très bien. J'espère que j'ai été assez clair. Donc l'adversaire du Soudan, qu'est-ce qu'il a, il va entrer en compétition. On va comptabiliser les points sans Soudan. C'est-à-dire que le Burkina va affronter le Mali, puis le Cameroun, et vice-versa. Il y aura des triangulaires. D'accord. Et on prendra les 2 meilleurs des 3. Et c'est un groupe assez difficile parce qu'il y a les 2 meilleurs de chaque groupe qui se qualifient, plus un meilleur 3e. C'est-à-dire que dans ce groupe, il n'y aura certainement que 2 nations sur 3 qui vont se qualifier. Et puis dans les autres groupes, s'il y a un 3e qui va comptabiliser un nombre de points supérieur aux autres groupes, il pourra passer avec les 2 autres. On fera les calculs de toute façon à la fin de ce premier tour. Très bien. Et vous avez le temps d'assister au match, Riyad, dites-moi. Assister, je ne sais pas, mais en tout cas, je les regarderai. Il faut regarder les matchs pour pouvoir ensuite les analyser avec nos consultants qui sont Abdelnour Kawa, Ahmed Laribi et Djilali Touzi, nos 3 consultants foot. Et on doit regarder tous les matchs pour connaître notamment le niveau des compétitions. J'ai regardé le match de l'Algérie, le premier, face à la Somalie. Et au vu de tous les spécialistes, c'est une très très bonne entrée en matière. Et c'est une équipe assez solide. Mais le vrai test, ce sera demain, 20h, face au Sénégal, un des prétendants au titre. Très bien, mais en tout cas, ce sont des joueurs très prometteurs, nous dit-on. Inch'Allah, hein, en tout cas, le buteur qui a été élu homme du match hier, c'est une vraie locomotive. Muslim Anatole, on dit que c'est. Certains le comparent à Eto'o parce qu'il a la même physionomie, il est, passez-moi l'expression, il est black comme lui. Il nous vient de la ville de Tindouf, il est natif de Tindouf. Et il a un talent énorme, il porte le brassard de capitaine. C'est vous dire, le charisme à 17 ans, c'est quand même énorme. Oui. Et il a du caractère, il a une superbe conduite de balle, il est puissant, il est intelligent. Donc, en fait, c'est vrai que... Juste pour finir, la transition entre les U17 et l'âge adulte, c'est très difficile à gérer. C'est très difficile à gérer. C'est-à-dire que la transition entre la petite catégorie et l'âge adulte, il faut bien le gérer pour que le jeune ait la chance d'avoir une grande carrière en tant qu'adulte. Ça veut dire qu'il faut trouver le moyen peut-être de l'envoyer dans un club à l'étranger pour qu'il puisse encore évoluer et trouver sa place. Mais en tout cas, il y a de la patte, il a beaucoup de talent et c'est à parier que... Je vous donne un exemple. Thierry Henry, qui avait joué la Coupe du Monde 98, jouait à Monaco, il avait 17 ans. Très bien. Il a joué une Coupe du Monde à 19 ans, avec les grands. C'est-à-dire qu'à 17 ans, il n'est pas jeune. Anatole, il a l'âge de jouer avec les grands, pour peu qu'il ait une bonne morphologie. Il passe le cap de 18 ans, il faudrait qu'il passe aussi un cap dans sa carrière, et ça, il faut bien le gérer. Absolument. En fait, c'est la volonté de la CAF de donner la chance à tous ces jeunes footballeurs à travers le continent africain d'émerger lors de pareilles compétitions majeures. C'est-à-dire, c'est une très bonne opportunité. Et c'est déjà arrivé, par le passé. Parce que dans les petites catégories U20, U17, U18, les nations africaines ont déjà remporté la Coupe du Monde. Le Ghana a été champion du monde des U20. C'est-à-dire, une nation africaine a été la meilleure sur la planète dans les petites catégories. C'est quand on passe aux adultes que ça devient compliqué. Où là, c'est les Allemands, les Argentins, les Brésiliens qui prennent la part belle, bien évidemment. Donc, c'est pour ça que je vous dis la gestion entre le jeune âge, les petites catégories et l'âge adulte, c'est là où il faut bien gérer. Et là, c'est bien sûr, ça passe par l'évolution des pays. Les grandes nations savent gérer et ont les moyens aussi d'aller au plus haut niveau. Et c'est là où l'Afrique... Il faut dire que voilà, et l'Algérie, l'Afrique et l'Algérie donnent la chance on fait partie de l'Afrique, bien évidemment. Pour la première fois dans l'histoire du CAN U17, l'Algérie accueille 12 nations au lieu de 8. Donc, c'est dire que ça évolue grâce aussi à l'apport de chaque pays. Même pour la CHAN. Alors, on dit la CHAN parce que on dit le CHAN parce que c'est le championnat d'Afrique. Et la CAN aussi. Et on dit la CAN parce que c'est la coupe d'Afrique. Donc, à chaque fois, il faut la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et c'est pour ça que la CAF, la Confédération africaine de football, décidait d'augmenter le nombre de nations pour essayer de donner plus de chance aux Africains d'essayer de titiller l'élite. Et je rappelle, très important, on le rappellera à chaque fois, les 4 premiers de cette compétition africaine, c'est-à-dire les demi-finalistes,
les 4 demi-finalistes sont qualifiés pour la Coupe du Monde des U17. Et c'est l'objectif de l'Algérie. Ce n'est pas la finale, ce n'est pas gagner le titre. On veut bien le gagner, bien évidemment. Mais on veut se hisser en demi-finale, c'est-à-dire aller en Coupe du Monde. Voilà, et pour y arriver, ils ont besoin de votre encouragement. Ce sera demain sur le stade, sur la pelouse du stade Mandela. Donc les jeunes Algériens affronteront les Sénégalais. C'est bon, vous dominez, vous pourrez même bientôt commenter un match de football. Ça y est, c'est pour bientôt, c'est pour demain. J'espère que c'est à quelle heure, Riyad, rappelons. 20h, demain 20h. À 20h. Merci infiniment, Merci Riyad, de nous aider à voir un petit peu toute l'actualité du CAN, ici même à Bonjour d'Algérie. On vous dit à très vite. Bonne journée, bonne fête aux travailleurs, surtout ceux qui oui, travaillent. Ceux qui travaillent, surtout ceux qui travaillent. Voilà, je salue tous les sportifs aussi qui sont toujours vraiment d'astreinte en ces jours particuliers. Donc, bonne fête à tous les travailleurs, c'est vrai, comme le dit Riyad ici présent. Et voilà, bonne journée également en notre compagnie. Donc, ce sera jusqu'à 9h30. Restez avec nous, c'est après ceci. Et notre seconde invitée s'est bien installée sur son fauteuil. Elle se sent presque chez elle et pourtant c'est sa première télévision. Bienvenue à Madame Mounia Sihem Benyounès. Vous êtes directrice centrale de l'exploitation et du contrôle ainsi que le contentieux auprès de la CACOBAT, qui est la Caisse nationale des congés payés, chômage intempéré, du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique. De l'hydraulique également. Voilà, je savais que j'avais oublié quelque chose. Bienvenue, ravie de vous retrouver ce matin. Merci à vous, merci de l'invitation. Et bonne fête aussi. Bonne fête des travailleurs, voilà. Merci. C'est la fête des travailleurs, mais elle a énormément de symbolique, cette journée, dans la mesure où il y a eu énormément de sacrifices consentis depuis un siècle et demi pour que les travailleurs acquièrent des droits et aussi des indemnités dans la vie. Tout à fait, tout à fait. Donc, je vais présenter notre caisse justement qui s'occupe parce qu'elle a la même vocation. Tout à fait, qui s'occupe justement d'une catégorie de travailleurs qui sont versés dans les secteurs du BTPH, donc bâtiment, travaux publics et hydraulique. Donc, c'est la Caisse nationale, donc c'est la CACOBAT, la Caisse nationale des congés payés et du chômage intempérie des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique. Donc, notre caisse,
est chargée de 2 volets. Elle traite 2 volets. Donc il y a le volet des congés payés et le volet du chômage intempérie. Donc c'est toutes les entreprises qui activent dans ces secteurs sensibles et pénibles, donc qui sont connus pour leur pénibilité, qui sont affiliées à notre caisse. Donc toutes les entreprises, qu'elles soient nationales, privées, mixtes, étrangères. Donc nous prenons en charge leurs travailleurs pendant la période des congés. C'est la caisse qui rembourse l'indemnité de congé, qui se substitue à ces entreprises qui activent dans ces secteurs pour verser les congés à leurs travailleurs. On va citer quelques métiers justement du bâtiment, si vous le permettez, et pour illustrer justement cette idée aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin, pour comprendre mieux cette idée, c'est que voilà, nous travailleurs, organisés en entreprise, affiliés à des entreprises, nous avons des caisses qui nous protègent, la caisse, la CNAS, la CACOBAT, tout à fait, la CASNOS, etc. Tous selon les métiers et selon les professions. En revanche, les ouvriers dont vous parlez sont souvent dans la précarité, dans la mesure où leurs métiers ne sont pas permanents, ils continuent, dans la mesure où ils travaillent selon les projets parfois et selon les entreprises qui leur fait appel. Tout à fait. C'est pratiquement tous les métiers qui interviennent, donc tous les salariés qui ont des métiers, les manœuvres, les ingénieurs, tout le monde, c'est par rapport à l'activité de l'entreprise. Donc je citerai aussi notre décret de création pour dire que nous avons été créés par décret exécutif 97-45, le 4 février 97, donc nous venons de fêter nos 26 ans d'existence. Ah ben, voilà, merci. Donc c'est tous les métiers et c'est cette même population qui est aussi peut être confrontée aux aléas climatiques. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une condition, la neige, le vent violent, la canicule, on a pris dernièrement en charge, dernièrement c'est à partir de mai 2016, nous avons élargi notre couverture d'indemnisation pour prendre en charge le chômage lié à la canicule. Donc à partir de mai 2016, nous avons commencé par les régions du Sud. Ensuite, nous l'avons élargi aux régions des hauts plateaux à partir de mai 2017 pour enfin l'élargir sur l'ensemble du territoire national. Et pourquoi justement vous avez commencé ainsi et pourquoi vous êtes intéressé à ces régions en particulier, à ces personnes en particulier? Dans quelles conditions évoluent-ils justement? Tout à fait, justement, c'est notamment les régions du Sud. Avec la canicule, donc c'est des entreprises qui travaillent dans des conditions très difficiles. Donc nous avons commencé l'ordonnance qui consacre le chômage intempérie, la 97-01, qui prend en charge justement toutes les conditions climatiques. Nous avons élargi notre prestation justement pour aider ces travailleurs et ces entreprises à déclarer leurs travailleurs leur arrêt de chantier en cas de canicule. Tout à fait. Donc c'est notre rôle en fait. Voilà, ce qui offre quoi aux travailleurs en particulier? Des indemnités ou voilà. Justement, c'est en cas de quand le travail est dangereux pour la sécurité et la santé du travailleur. Il doit arrêter de travailler. Et là, son employeur continue à le payer et se retourne sur la CACOBAT pour qu'on lui verse des indemnités. Très bien. Nous allons indemniser cet employeur et en même temps protéger ce travailleur dans sa sécurité et dans sa santé. Voilà. C'est ça le rôle de la caisse, c'est justement protéger la sécurité et la santé du travailleur. D'ailleurs, il y a eu la fête mondiale de la santé et sécurité du travailleur, donc le samedi, donc sous l'égide du ministère de notre ministère de l'autorité de tutelle, donc du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale. Nous avons fêté cette journée justement, c'est dans ce sens, c'est protéger. D'ailleurs, la sécurité et la santé, c'est la responsabilité de tout le monde. Absolument. C'est pas uniquement du travailleur. Le travailleur, tous les acteurs, c'est de notre responsabilité de protéger les travailleurs. Nous-mêmes aussi, nous sommes confrontés à des situations, donc de prendre en charge ces... Et c'est vrai que le mouvement ouvrier, c'est un mouvement planétaire, donc c'est à travers toute la planète. Idem aussi pour les normes de sécurité. Vous êtes justement, vous fonctionnez, vous établissez vos règlements et vos procédures en conformité à des normes ISO. Tout à fait. D'ailleurs, nous sommes certifiés
ISO, nous avons obtenu 3 certificats. Donc le premier, c'était en 2019, c'est ISO 9001 version 2015, qui concerne le management de la qualité. Les 2 autres certificats, c'est la norme ISO 14001 version 2015, qui concerne l'environnement. Et la dernière norme, c'est la norme ISO 45001, qui concerne justement la santé et sécurité au travail. Donc nous avons obtenu ces 2 certificats dernièrement, au début de l'année 2023. Donc nous travaillons aux normes internationales. Est-ce que les ouvriers et les travailleurs de ce secteur du bâtiment, de l'hydraulique également, donc est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils connaissent leurs droits par rapport à ces indemnités de chômage ou de congés payés, etc. Est-ce qu'ils sont au courant ou est-ce qu'il y a parfois des imperfections ici et là? Nous avons déjà un centre de contact et nous faisons des campagnes de sensibilisation à l'endroit des travailleurs et des employeurs. Donc ce sont nos clients, travailleurs des secteurs du BTPH et employeurs. Donc c'est des campagnes de sensibilisation que nous faisons in situ, c'est-à-dire au niveau de nos structures déconcentrées. Et pour cette fois-ci, il y a nos cadres de communication au niveau des structures déconcentrées qui se déplacent au niveau des chantiers, au niveau des entreprises pour sensibiliser et l'employeur, l'entreprise et les travailleurs. Et nous avons, comme je vous ai dit, le centre de contact. Donc, les clients peuvent nous contacter via notre centre de contact, c'est le 023 98 27 27. Nous avons des téléconseillers qui peuvent répondre à toutes les questions qui peuvent être posées. Parce que j'imagine, moi, je rencontre parfois des ouvriers, ils ne savent pas qu'ils ont droit à un congé payé. Ils l'ignorent. Donc ils travaillent tout au long de l'année parfois sans savoir que cet employeur leur est redevable d'un congé, bien qu'il soit dépendant du déroulement d'un projet. Peut-être il y a de moins en moins, parce que maintenant, avec 26 ans d'existence, et puis avec les campagnes de communication, nous avons notre page Facebook, nous avons notre site web, nous avons notre centre de contact, nous avons des chargés de com sur place qui se déplacent avec nos contrôleurs. Nous avons des contrôleurs agréés assermentés qui, dans leur mission, justement, effectuent des campagnes de sensibilisation à l'endroit des travailleurs sur chantier et même au niveau des entreprises. Donc de ce côté-là, je pense que ça va. On a fait. Voilà. Et puis nous avons une revue semestrielle, Actu Cacobat, dans laquelle nous abordons des sujets, des dossiers qui intéressent les nouveautés de la caisse, qui intéressent nos clients. Donc par rapport aux services numérisés, nous avons lancé en 2021, en plus des services de la télédéclaration, en 2013, le centre de contact. Nous avons lancé l'année passée, en 2021 plutôt, l'année d'avant, 4 services numérisés, la téléaffiliation, c'est-à-dire l'affiliation à distance, le registre de doléances à distance aussi. Nous avons lancé aussi la simulation de la DAS. Nous avons des déclarations annuelles des salaires et des salariés. Donc chaque année, pour pouvoir verser le droit au congé à nos travailleurs, il y a les entreprises qui télédéclarent leur déclaration annuelle des salaires et des salariés DAS via notre portail Tasrihat.com. Et à partir de là, ces DAS sont traités et on verse le congé. Justement, avant de transmettre la DAS via ce portail, il y a le système de simulation. Nous permettons à notre client employeur de simuler sa DAS, les informations existantes, un rapprochement entre notre base de données et les informations communiquées. Et à partir de là, sa DAS pourra être transmise et traitée. Et à partir de là, nous pourrons payer ce qui est plus important, Madame Ben Younes, donc je rappelle que vous êtes Mounia Ben Younes Sihem. Donc ce qui est important par rapport à toutes ces informations que vous venez de distiller, c'est surtout que c'est un très bel exemple de protection du travailleur par rapport à ses droits et indemnités qu'on vient de présenter aux téléspectateurs d'aujourd'hui à travers la Cacobat dont vous êtes la représentante ce matin. On a été vraiment ravis de vous recevoir et d'apprendre autant d'informations utiles pour nos travailleurs. Donc on vous souhaite bon vent et à travers vous, on salue l'ensemble des travailleurs du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique. Merci infiniment. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes
directrice centrale de l'exploitation, du contrôle et du contentieux dans cet établissement. Merci infiniment. Donc restez avec nous. Le temps pour nous de recevoir un appel à partir d'Italie, donc celui qui nous met en contact direct avec Massinissa Asker, qui est styliste et aussi plasticien. On est ravis de vous avoir ce matin. Bonjour, Monsieur Asker. Merci, bonjour à vous. C'est un plaisir d'être avec vous cette matinée-là. Et on souhaite bonne journée du travailleur aussi à tous les Algériens. Merci infiniment à vous. Voilà, on est très fiers d'annoncer aux téléspectateurs de ce 1er mai donc, que vous avez été lauréat, que vous avez été gratifié d'un Lion d'Or tout récemment pour l'ensemble de votre carrière, donc au service de la mode notamment, mais aussi des arts visuels. C'était à la Mostra de Venise. C'est quand même une belle consécration, vous ne trouvez pas ? Effectivement. C'est pour toute ma carrière. Alors, j'ai fait l'artiste, j'ai fait plusieurs exhibitions dans le monde, etc. Et c'est un honneur d'avoir ce prix-là, en tout cas de cette envergure, pour l'Algérie et pour moi, et d'avoir pu hisser, on va dire, notre drapeau très haut parmi les nations, surtout pour la culture, on va dire. Voilà, depuis 2011, vous êtes en Italie, donc établi là-bas pour développer aussi vos compétences artistiques, mais avec toujours cette touche liée à un patrimoine africain, un patrimoine algérien. Ça a toujours été le cas et aussi la référence pour vous. Oui, moi, j'ai rien inventé en tout cas. C'est l'art traditionnel. On a tous cette jarre traditionnelle berbère ou nord-africaine qui a ces dessins, ces symboles-là. Même les tatouages que nos grands-mères faisaient sont inspirés de ce patrimoine-là folklorique. Alors, j'ai présenté ce style-là africain, nord-africain, algérien, méditerranéen, berbère au public international et ça a toujours été un succès parce que c'est quelque chose de vraiment d'introspectif. Ça veut dire que ça communique directement avec l'inconscient, avec l'esprit, avec notre cerveau, et ça nous ramène à l'époque archaïque de l'être humain, à l'époque, on va dire, où toute l'humanité était d'accord. Et ça a toujours été un succès parce que c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent quand on va par exemple en Europe, aux États-Unis, etc. C'est vrai que vous avez apporté votre touche personnelle au point où des galeries vous ont contacté pour que vous exposiez chez eux dans différents pays, mais aussi de grands noms de la mode vous ont contacté pour utiliser des tissus imprimés, inspirés de vos toiles aussi. Oui, effectivement. Bon, moi j'ai fait la Biennale de Venise, c'est une étape très importante pour tous les artistes au niveau international. Et après, j'ai exposé au Louvre, au Carrousel du Louvre aussi. J'ai exposé à Vienne, j'ai exposé aux États-Unis. J'ai fait la Biennale des États-Unis avec plusieurs étapes, New York, Washington, etc. Et c'est tout à fait normal que ça attire des regards. Alors là, j'ai reçu le prix au Festival de Cannes, celui-là de 2022. Et il y avait l'université de Paul Valéry qui m'a donné ce titre-là, l'héritier de Juan Miró, c'est un très grand artiste, un honneur pour moi. Et alors là, j'ai rencontré plusieurs stylistes de taille vraiment internationale, comme Gianni Tolentino, avec qui j'ai collaboré. Et on a imprimé ces dessins-là traditionnels sur de la soie vraiment pure à 100% pour faire des vêtements, une ligne pour hommes et une ligne pour femmes, qu'on a présenté au Fashion Week Hommes, Fashion Week Femmes, à Milan et qu'on doit présenter au mois de septembre aux États-Unis à la Fashion Week aussi. Et ça a été vraiment un succès. On a eu vraiment un feedback du public, des magazines, etc. que c'était extraordinaire. Voilà, en parlant de magazines, justement, vous avez été élu parmi les 500 artistes contemporains les plus influents du monde selon l'annuaire artiste de 22. Donc ça aussi, ça vous honore énormément par rapport à toute une carrière. Oui, bien sûr, ça place, ça vraiment c'est un honneur, mais on reste toujours de garder les pieds sur terre parce que l'artiste, il essaye toujours d'être en contact avec soi-même, en contact avec la réalité pour la raconter à travers son pinceau, on va dire. Non,
C'est pour ça, moi je suis honoré, je le dis toujours, c'est un honneur pour moi en étant le premier Africain à avoir le Lion d'Or, le premier Algérien, le premier Nord-Africain, qu'on est en train de changer un petit peu la réalité, parce qu'il y a un dicton qui dit « nul est prophète dans sa patrie ». Non, au latin « nemo propheta in patria ». Et là, on est en train de prouver que c'est faux, qu'on est vraiment des prophètes pour notre patrie. On peut réussir, même si on vient ici avec un sac à dos pour étudier, etc. Et j'en suis l'exemple et je suis fier d'être l'exemple. On est fiers également de cette consécration. Donc, vous venez de le rappeler, vous êtes lauréat du Lion d'Or pour la Mostra de Venise pour les arts visuels. C'était la session précédente. Donc, j'imagine que vous serez un des invités d'honneur de la prochaine session cet été et que vous, voilà, de par ce parcours extraordinaire, donc vous avez été classé parmi ces meilleurs artistes contemporains influents donc de par le monde. Et puis, donc, on est ravis de vous avoir eu ce matin. Donc, bon vent pour la suite et à très bientôt. Merci beaucoup. Je suis honoré, à très bientôt alors. Au revoir. Merci infiniment. Donc, c'était la Massinissa Asker, styliste et également plasticien, donc, qui évolue en Italie donc, et qui vient d'être honoré justement dans ce pays de l'art et donc de l'histoire également. Donc, on a été ravis également de vous recevoir, Madame Mounia Sihem Ben Younes. Donc, voilà, on vous souhaite aussi une bonne continuation à toutes ces dispositions mises au service de la lutte pour justement les droits et les indemnités des travailleurs. J'imagine que ça s'actualise au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que je vous dis bonne continuation. Merci à vous. Très bientôt. Et à très bientôt. Et encore une fois, très bonne fête des travailleurs. Merci infiniment. Pour ceux qui sont avec nous ce matin, donc tout de suite, on va mettre le cap, on va rester dans la sphère artistique pour découvrir une jeune galerie, ou plutôt une galerie qui est petite mais grande par son prestige. Il s'agit de la galerie de 113 Tours, donc deux stylistes algériens à l'honneur dans cette galerie, c'est Afef Belouchet qui nous les présente. Elle est une véritable caverne d'Ali Baba des temps modernes. Inaugurée il y a à peine 2 mois par l'ambassadeur d'Algérie en France, le 213 Store est the place to be pour créateurs et consommateurs algériens. Tenues traditionnelles, objets décoratifs, bijoux de tout genre, accessoires, confiseries, tout est ici algérien jusqu'aux emballages des chocolats au motif Zellige, algérien donc au féminin et au masculin, mais d'autres critères suivent. Contemporain. Voilà, et qui revalorise le patrimoine. Une personne qui vient acheter par exemple un pantalon, elle va trouver une paire de chaussures qui va avec son sarouel, un bijou, un chapeau et une petite décoration aussi pour la maison. Je pense que c'est pratiquement tous des coups de cœur. À l'origine de cette aventure, 2 sœurs et 2 produits phares de la garde-robe de la femme algérienne. Le fameux sarouel Chakra et le badroun, dépoussiéré, réinventé et surtout repensé en mode streetwear, décliné pour tous les goûts et toutes les occasions. On va voir donc du badroun et sarouel Chakra algérien et je l'ai revisité avec des matières qu'on n'a pas l'habitude de les voir porter, comme le jean, ici que vous pouvez voir. C'est une salopette avec des bretelles amovibles qui peuvent se transformer en sarouel taille haute. Il y a le quotidien, mais il y a aussi le côté soirée. Donc là, vous avez avec le badroun classique, tout en noir, qu'on peut aussi mettre avec un kimono brodé sur les côtés. Ça, c'est du Milano, c'est une matière extensible, un petit peu streetwear, comme ce qu'on peut retrouver dans les joggings, dans les leggings. On a aussi le sarouel tout en sequin. Et elle ne s'arrête pas là. La matière détournée à son tour par souci de fonctionnalité, comme le célèbre tissu le hayek. Comme au quotidien ici, ils ne peuvent pas le porter tous les jours le hayek, je me suis dit comment permettre à la femme aujourd'hui de porter le hayek autrement. Et ben j'ai décidé de faire une petite collection, petite chemise comme ça. J'ai aussi fait des blouses que je fais sur commande et sur mesure. En m'appropriant donc le tissu hayek. L'objectif de ces dames est de sortir définitivement Sarouel Chakra du grenier dans lequel il fut enterré par les différents courants de mode depuis les années 60. On peut le porter en toute occasion, on peut se porter avec des baskets, des bottines, des talons, des claquettes, des petites mules. Je veux apporter une alternative entre le pantalon classique et la jupe. Et pourquoi pas un sarouel dans le dressing de toutes les femmes d'aujourd'hui. Un sens artistique hérité de la maman, une célèbre styliste algérienne.
Salima, ouais. C'est elle qui nous a mis cette fibre artistique en nous depuis plus de 20 ans. C'était la pionnière des Negafa Imashta algériennes ici en France. Une passion pour les arts qu'elle partage avec les créateurs qu'elles aiment, tels que celui surnommé le Andy Warhol algérien, Anwar Boudia, maître de pop art dont chaque œuvre est un hymne ou référent culturel algérien, avec un clin d'œil appuyé à sa ville natale, Oran. Un passé présent en perpétuel dialogue, comme ici, Cheb Hasni Layrahmou, qui côtoie DJ Snake. C'est un peu une réponse par rapport à son clip. Donc, si vous voulez, je continue un peu son histoire. Je raconte un peu Oran que j'ai connu, avec les deux clubs mythiques, l'Asfo et le Moundia d'Oran, avec la légende du football algérien Belloumi, la chanson de Ahmed Wahbi et une grande maison du café d'Oran, Café Aouad, Des images de la culture populaire élevées au rang de l'art élitiste en usant de simples techniques. J'utilise beaucoup, des fois j'utilise le trompe-l'œil. J'essaye de faire que ça soit vrai. En fait, on reconnaît que c'est... et sinon, je peins à l'acrylique. Une démarche qui rejoint celle de Shahinez, étudiante en lettres à la Sorbonne. Le jour, elle consacre son temps libre à sa passion, l'art du henné, qu'elle exerce depuis plus de 2 ans. Déjà le contact avec les gens, c'est super agréable. Généralement on accompagne des moments heureux, que ce soit les mariages, les naissances, les fêtes de l'Aïd, etc. Et aussi la dimension artistique, le fait que ça offre plein de libertés, plein de possibilités. Un horizon de création qu'elle met au service des visiteurs du 213 Store dans une démarche complémentaire à l'esprit du lieu. C'est super stimulant, super intéressant parce que l'ambiance est vraiment propice. De là, c'est joli, donc ça joue, mine de rien. Les gens qui viennent, c'est généralement des personnes qui connaissent, qui sont intéressées, qui vont être motivées, etc. Donc c'est cool. Une clientèle avisée, nourrissant des liens très forts avec l'Algérie, c'est la cible de ce projet devenu une quasi-maison culturelle des temps modernes et qui a introduit depuis le mois de Ramadan des soirées musicales thématiques à son offre. Là, on a profité pendant Ramadan. Et on a vu que ça plaît beaucoup et les gens ils sont à la recherche de cette petite garda. Donc on s'est dit pourquoi pas faire après Ramadan, faire 1 à 2 soirées dans le mois et faire aussi carrément un petit brunch. En fait, ce qu'on veut créer aussi, c'est un lieu de partage. C'est un lieu de partage, exactement. Paris réussi pour ces dames. Plus qu'un lieu atypique algérien par excellence, le 213 s'est vu en peu de temps transformé en un lieu d'accueil des amoureux de l'art moderne algérien, qu'ils en soient auteurs ou consommateurs. Voilà, on souhaite toute la réussite à ces jeunes dames donc, qui permettent une très belle passerelle, qui offre une très belle passerelle entre art moderne et art traditionnel algérien. Donc merci à Afaf Belouched pour cette belle découverte. Et puis pour cette dernière ligne droite dans notre émission, nous allons parler de santé publique, nous allons parler de santé des jeunes, donc de toute catégorie, donc des plus jeunes justement jusqu'à l'âge de l'adolescence, à travers la présence parmi nous justement du professeur Abdelkarim Messoudi, donc qui est spécialisé en psychiatrie et en addictologie. Justement, l'heure est pour nous de parler et de participer à tout un élan de sensibilisation autour de l'addiction aux drogues ce matin. Bien sûr, on va en parler sous différents aspects, mais avant, on va souhaiter la bienvenue à notre invité. Bienvenue, professeur. Merci, bonjour et bonne fête à tous les travailleurs. Merci, bonne fête à vous aussi. Vous travaillez, vous êtes d'astreinte tout le temps. Vous en tant que médecin, parfois vous n'avez pas d'horaire. Vous êtes au service du malade et aussi des urgences. Tout à fait, oui. Donc toutes les équipes médicales, donc à cette occasion justement, on leur souhaite bonne fête. Parce que et beaucoup parmi eux sont d'astreinte aujourd'hui et sont de garde, donc on leur souhaite bonne chance et bon courage. Bon courage, effectivement, bon courage pour le travail en profondeur qu'ils font, qui se fait, parce que vous représentez l'établissement hospitalier spécialisé de Cheraga, donc voilà, c'est un centre psychiatrique essentiellement, mais qui aussi permet de recevoir toutes ces familles en détresse
face à l'addiction aux drogues subie ou vécue par leur progéniture, n'est-ce pas? Alors, au niveau de notre établissement, donc, nous avons deux grandes parties de prise en charge pour les patients. Nous avons les prises en charge donc, pour les troubles mentaux en général, donc de la psychiatrie, mais nous avons aussi une unité, d'ailleurs, et là, c'est spécificité, c'est une unité d'addictologie qui est une structure à part, donc ce qui permet à ces patients-là de consulter dans une unité d'addictologie et non pas donc, de psychiatrie, et ça facilite ce contact-là et la possibilité donc, de consulter dans une unité ou bien dans une structure qui est dédié spécialement pour les addictions, donc dans toutes ses formes, et pour faire carrément donc la part des choses entre la psychiatrie et l'addictologie. C'est excellent de votre part de souligner cet aspect dans la mesure où les familles parfois maintiennent le silence autour de l'état de leurs enfants, de leurs adolescents notamment, par peur de se retrouver dans une structure où sont hospitalisés aussi des cas psychiatriques. Donc ça fait peur quand on parle de psychiatrie. Alors, déjà, il y a une chose très particulière de l'addictologie, ou bien donc de la spécialité de la prise en charge des addictions en général, c'est que c'est un domaine qui est au carrefour de toutes les disciplines médicales. Il n'y a pas uniquement la psychiatrie. Donc, c'est des patients qui sont pris en charge par plusieurs disciplines. Par exemple, si on prend certains exemples de maladies infectieuses, de réanimation, de médecine légale, de médecine interne, de la neurologie, donc toutes les spécialités, donc en quelque sorte contribuent à cette prise en charge. Il y a aussi un autre élément très important dans les addictions, c'est que c'est une spécialité aussi, ou bien c'est un domaine qui touche, qui est aussi au carrefour de plusieurs domaines. Par exemple, il y a donc le domaine sécuritaire, médical, les associations, la solidarité, donc le travail des autorités, donc tout le monde qui est concerné par ce fléau et cette problématique sociale qui touche malheureusement et principalement les sujets jeunes, donc vraiment qui sont la cible de cette problématique, et avec des répercussions sur le plan sanitaire, donc somatique, psychiatrique ou bien mental, mais aussi sur le plan surtout individuel, familial et social, vraiment donc avec des répercussions très lourdes à assumer, à prendre en charge. Et en voyant très bien, vous l'avez bien souligné, concernant par exemple les familles qui se présentent en détresse, à la demande de l'aide, vraiment donc surprise souvent à la découverte que leur enfant, bien soit garçon, soit fille, parce que c'est tout le monde qui est concerné par cette problématique. Donc surtout donc cette première découverte choquante pour les parents. Donc et on voit très bien ces parents-là qui viennent donc dans des situations un peu difficiles, de détresse, de désespoir, de culpabilité aussi, donc qui demandent de l'aide, qui ont besoin donc qu'ils soient assistés et accompagnés. On va parler justement de cet accompagnement, notamment psychologique, à l'égard des familles autant que leur progéniture. Donc, on va d'abord parler de cette addiction. Qu'est-ce qui amène le jeune adolescent ou l'enfant vers une addiction, parce qu'il y en a plusieurs. On ne va pas parler que de la drogue. Tout à fait. C'est la question principale, c'est-à-dire de cette problématique, parce que réellement, si on veut comprendre les addictions, et notamment si on parle cette semaine de la drogue, donc de la toxicomanie, donc c'est les addictions aux substances psychoactives, donc il faut savoir que les origines ou bien les facteurs intervenant dans ces addictions, ils sont multiples et vraiment qui se chevauchent entre eux, donc de plusieurs domaines, plusieurs facteurs. Il n'y a pas uniquement la précarité, il n'y a pas uniquement les problèmes sociaux, il n'y a pas uniquement les problèmes de famille, il n'y a pas uniquement le problème de logement. Vraiment, c'est tout le monde qui est touché par cette problématique, toutes les catégories, toutes les tranches d'âge, et quel que soit leur niveau, quel que soit leur niveau social, niveau économique, vous voyez, culturel, donc vraiment c'est très vaste. Donc les facteurs, ils sont très multiples.
Commençons par des facteurs donc individuels. Les plus répandus, voilà. ce sont Nous avons par exemple les facteurs individuels, et certains facteurs sociaux, certains facteurs relationnels. Il y a aussi la disponibilité de certains produits. Vous voyez très bien, si on prend l'exemple, si on revient quelques années en arrière, c'était beaucoup plus des produits, ce qu'on peut appeler un peu, ou bien ce qu'on appelle certaines drogues un peu... Des drogues douces. Voilà, douces. Voilà. Le cannabis, voilà, le cannabis et par exemple les prises d'alcool et tout ça. Mais actuellement, on voit très bien la disponibilité. En tout cas, c'est un phénomène mondial. Donc, c'est une disponibilité donc, à travers le monde, parce que c'est un phénomène qui traverse donc, entre, non pas uniquement entre les pays, mais aussi même les continents. Donc, vraiment, c'est un problème, donc, problématique mondiale. Donc, la disponibilité de certains produits, donc, ce qu'on appelle les drogues dures, qu'on voit actuellement, vraiment malheureusement, c'est des jeunes qui s'adonnent à des consommations, des fois même abusives, donc certains produits, donc drogues dures, qui sont très néfastes sur la santé de l'individu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle des produits toxiques. Oui, bien sûr. Et d'où, donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de toxicomanie, parce que réellement, c'est toutes les manifestations mentales et donc, qui sont donc, secondaires à la consommation de ces produits toxiques. Donc voilà, si vous voulez, donc, si on peut schématiser rapidement, bien faire une synthèse donc, des origines de cette consommation, mais surtout, il y a aussi un autre facteur qui est très déterminant, c'est l'âge. Donc la consommation à l'âge très jeune. Pourquoi? Parce que même cette période-là, c'est vraiment très particulière d'adolescence, qui a ses caractéristiques, donc qui peuvent être facilement touchés par cette drogue-là. Et malheureusement, si souvent, on trouve le premier contact donc, avec les drogues, c'est à l'âge très jeune, entre 13, 14 ans jusqu'à 25 ans. Donc vraiment, c'est l'âge où il faut faire attention. C'est l'âge où il faut vraiment sensibiliser. Vraiment, donc il faut accentuer donc, notre vraiment politique de prévention sur donc, cette tranche d'âge-là qui est très sensible. Vous préconisez la prévention à cette étape en particulier, donc dans les écoles, les établissements scolaires, dans les collèges éventuellement, et puis peut-être dans le cadre associatif, dans le cadre... Voilà, dans différentes situations, on peut aussi donc épargner peut-être cette addiction à certains jeunes qui sont sensibilisés à temps. Mais admettons qu'ils ne le soient pas et que les parents soient face à ce fléau, leur enfant, et sous l'emprise d'une addiction quelconque. Qu'est-ce qui peut les alerter justement? Comment est-ce qu'ils peuvent se poser la question à un moment ou à un autre et se dire « Ah, mon enfant est peut-être addict à quelque chose de dangereux ». Alors, il y a évidemment des symptômes très particuliers qu'il faut vraiment connaître et surtout repérer chez les adolescents. Pourquoi? Parce que vraiment, je le répète, c'est la période où vraiment qu'on doit faire attention, vraiment si on veut, parce que la meilleure prise en charge dans les addictions, c'est la prévention. Donc, si on peut évidemment le faire avant, c'est-à-dire d'éviter carrément ce contact, c'est encore mieux. Mais il y a des symptômes qui sont très particuliers, par exemple les insomnies, l'irritabilité, certains changements de comportement, diminution du rendement scolaire, un changement dans les habitudes chez les adolescents. Donc, il y a vraiment certains symptômes très particuliers qu'il faut repérer, évidemment, qui ne sont pas spécifiques des addictions, mais quand même c'est des symptômes. Ce sont des petits repères. Tout à fait, des petits repères qui doivent alerter les parents, en quelque sorte. Donc c'est des signes d'alerte, c'est-à-dire, voilà, donc si on remarque ces symptômes, il faut s'alerter, il faut se dire, voilà qu'il y a un problème. Ce n'est pas forcément des addictions, mais comme il y a une problématique qui peut être évidemment en relation avec les addictions. Et surtout, on voit par exemple certains comportements, des fois on nous rapporte certains changements des habitudes ou bien certains comportements dans la famille. L'adolescent devient un peu irritable, n'écoute pas bien ses parents, et il y a un changement de... Oui, certains parents seraient peut-être tentés de dire « Ah, c'est la crise d'adolescence uniquement ». Donc, comment doivent réagir ces parents, voilà, entre ces symptômes qui sont peut-être liés à juste cette croissance et ces changements hormonaux, ou alors une addiction quelconque ou un contact déjà établi avec une personne qui aurait ciblé leur enfant? Alors, la difficulté, c'est que durant cette phase donc d'évolution qui est naturelle à l'adolescence, les symptômes sont aspécifiques. Ils ne sont pas du tout spécifiques. Pourquoi? Parce que nous avons pratiquement beaucoup de symptômes
qui pratiquement comme les symptômes de l'adolescence, voilà, tout à fait comme la crise, ce qu'on peut appeler la crise d'adolescence. Donc vraiment, c'est des symptômes qui peuvent exister chez un adolescent en phase, soi-disant, si on peut l'appeler normale. Donc, mais par contre, il faut quand même prendre au sérieux tous ces petits symptômes qu'on peut appeler comme ça, des fois crise d'adolescence, mais il faut les prendre au sérieux. Pourquoi? Qu'il faut essayer de chercher, de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi notre enfant ou bien notre adolescent change de comportement? Pourquoi il y a une baisse de rendement scolaire? Pourquoi il y a des insomnies? Pourquoi il y a des choses? Donc il faut dénouer au fur et à mesure. Tout à fait. Et la clé, éliminer donc les probabilités au fur et à mesure. Et la clé, vraiment, dans toute cette histoire, c'est la communication. Donc, s'il y a une bonne communication entre donc, les parents et les enfants et bien les adolescents, donc on peut facilement donc, arriver petit à petit, donc tranquillement, pour comprendre pourquoi ils changent de comportement. Mais par contre, s'il y a une rupture de communication, ou bien des fois dans certaines situations, qu'on ne prend pas les choses au sérieux, malheureusement, on peut tomber dans le piège de passer à côté d'une consommation. Et malheureusement, parce que si on ne fait pas attention, donc si on ne détecte pas cette consommation au départ, on peut malheureusement la laisser évoluer à bas bruit jusqu'à carrément le jour. En tout cas, s'il y a un autre problème qui émerge ou qui est là, qui est présent, mais il faut aussi essayer de le détecter. Mais par la communication, comme vous le dites, rien ne sert de crier sur cet enfant. Voilà, rien ne sert de le réprimander sans arrêt, mais il faut essayer de comprendre son problème. Et à défaut, peut-être l'orienter vers un psychologue. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Alors, ça c'est clair. La première des choses, c'est la communication. Après, pour la moindre problématique, il ne faut pas hésiter de consulter. D'ailleurs, en matière justement de prise en charge, nous avons, vous avez cité les psychologues, nous avons les médecins généralistes qui ont bénéficié de formation dans ce qu'on appelle les CES d'addictologique. Donc, c'est une formation spécialisée pour les médecins généralistes initiée par le ministère de la Santé en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, il y a des gens sur le terrain, à travers le territoire national, qui sont là pour écouter et accompagner donc, cette tranche d'âge qui est très sensible, pour au moins, parce que le plus important, c'est quoi? C'est d'avoir une relation, donc de créer bien donc, de cette relation-là, donc de cette communication entre la famille et l'individu et donc un système de santé, donc, et pour évidemment ne pas donner l'occasion qu'il soit beaucoup plus dans l'isolement et le retrait, qu'il soit récupéré par les autres. Donc voilà. Ça fait partie de la prise en charge. Donc au niveau de votre centre d'addictologie, donc au niveau de l'établissement hospitalier spécialiste de Cheraga, donc vous préconisez, vous essayez de rétablir le contact entre parents et aussi tous ces adolescents sous l'emprise de la drogue. Alors, vous avez dans votre prise en charge quelque chose dans la matière de prise, donc concernant la prise en charge, il faut savoir que toutes les étapes elles sont très importantes. Commençons par l'accueil des malades et leurs familles jusqu'à carrément la prise en charge médicalisée. Et donc, il y a plusieurs volets de prise en charge. Vous avez le volet psychothérapeutique, vous avez le volet d'ergothérapie, nous avons des thérapeutes de famille donc en matière tout un centre dédié à ça pour essayer de gérer cette problématique avec la famille, en associant la famille et la personne addict. Et il y a aussi des médecins généralistes, mais aussi des médecins psychiatres qui ont bénéficié de formation en addictologie, donc pour essayer d'avoir une prise en charge complète, sans oublier évidemment un autre volet, tout ce qui est biologie, tout ce qui est laboratoire, donc d'analyse et tout ça, mais aussi on travaille avec les autres disciplines, les confrères par exemple de maladies infectieuses et les autres disciplines, pour essayer d'avoir ou bien de mettre en place une prise en charge pluridisciplinaire, parce que de prendre le climat en charge, le plus simple possible. Tout à fait. Il faut le simplifier le climat et simplifier le contact, mais surtout, il faut éviter la discrimination, parce que des fois, souvent, ce qui empêche malheureusement les patients, bien les familles à venir à consulter ou bien d'aborder une prise en charge médicale, et surtout cette peur-là de discrimination, ou bien de vraiment qu'ils soient étiquetés comme étant des malades, des malades mentaux, bien. Donc vraiment, c'est ça la clé.
et vraiment donc le travail sur lequel on essaye de baser donc notre politique de prise en charge afin donc de simplifier les choses, mais surtout donc de garantir un climat, de mettre en place un climat et surtout que l'individu soit disons pris en charge comme étant donc dans une politique, dans une stratégie donc de collaboration, mais surtout qu'il soit en quelque sorte au centre de la prise en charge, dans une alliance thérapeutique. Il y ait toute l'attention autour de lui. Tout à fait, dans une alliance thérapeutique, qu'il soit comme un acteur très actif dans cette prise en charge et non pas comme quelqu'un qui va juste recevoir donc des instructions, bien donc des indications thérapeutiques, mais surtout il faut qu'il aura un rôle très central, très important comme un acteur très actif dans cette alliance thérapeutique. Donc cette prise en charge, professeur Saoudi, est-ce qu'elle permet en général d'éviter les récidives, d'éviter les rechutes pour ces personnes donc, qui sont traitées? Est-ce qu'en général elles reviennent ou est-ce que cette prise en charge globale a permis jusque-là donc d'éradiquer le fléau auprès de certaines familles? Alors, la problématique donc, de la prise en charge des addictions, tout d'abord, il faut savoir que chaque fois qu'on commence à prendre en charge plus précocement possible l'individu, chaque fois qu'on augmente les chances donc d'avoir un bon résultat sur le plan thérapeutique. Et malheureusement, si on arrive à un stade vraiment avancé, qu'on sera amené à gérer, non pas un côté, donc on sera amené à gérer toutes les complications somatiques et psychiatriques malheureusement, sur le plan tout ce qui est comportement, tout ce qui est donc altération psychiatrique, les risques suicidaires, les risques de overdose qui peuvent donc être jusqu'à, malheureusement on a vu des complications donc de décès ou bien donc des morts subites chez certaines personnes. Donc tout ça c'est des complications qu'il faut vraiment absolument éviter. Et dans la prise en charge, il y a aussi le rapport à la justice. Bien sûr, oui, parce que qui versent dans la délinquance. Parce que consommation de drogue égale donc tout évidemment les déviances sociales malheureusement. Mais la chose la plus importante de la prise en charge, qu'il faut prendre en charge ces individus, leur donner le statut de patient et non pas délinquant. Donc c'est très important parce que réellement c'est un phénomène qui touche toutes les catégories, toutes les tranches de la population. Et évidemment la prise en charge elle est à long cours. Malheureusement elle est à long cours parce que il y a comme une pathologie chronique, donc il faut prendre en charge parce qu'une seule prise en charge, ou bien une seule consultation, ou bien une seule hospitalisation, ce n'est pas du tout suffisant. Donc il faut vraiment contrôler ce malade prise en charge, un suivi régulier à tous les niveaux et avec même des contrôles biologiques et psychologiques. Donc vraiment, ça nécessite une prise en charge à long terme et très astreignante. Les parents ont un rôle crucial donc, dans ce sens pour favoriser ce suivi, pour encourager cet enfant à aller vers le médecin. Alors, dès qu'on découvre un consommateur de drogue dans la famille, il y a quelque chose de très important, c'est que ça déséquilibre tout le système familial. Oui, vraiment. Donc, absolument. Toute la cellule est touchée. Voilà, toute la famille qui sera alertée pour essayer de se réorganiser, trouver un moyen d'organisation autour de cette problématique pour essayer de le prendre en charge, de contenir, de minimiser les dégâts. Donc la chose la plus importante dans notre prise en charge, que tout le monde a un rôle très important. La famille, l'individu, les associations, la société, les médecins évidemment. Donc tout le monde est concerné par cette problématique. Et si on veut réellement réussir un projet thérapeutique, la prise en charge médicamenteuse ou bien médicale, ce n'est qu'un volet de la prise en charge et non pas toute la prise en charge. Donc le plus important, après la fin d'une hospitalisation, après la fin d'une prise en charge, il faut qu'il y ait un accompagnement vers l'extérieur parce que réellement l'objectif principal c'est quoi? C'est de permettre une bonne réinsertion sociale et professionnelle de l'individu. Absolument. Donc si on arrive à permettre à l'individu une bonne réinsertion sociale et professionnelle, automatiquement, on va diminuer le risque, donc au minimum, de rechute. Ça nous donne l'occasion, justement, nous, en tant qu'équipe de médias, donc, de rendre hommage à tous ceux qui vous entourent au quotidien pour honorer cette mission ô combien louable.
Et donc voilà, ce sont toutes ces infirmières, ces médecins, ces praticiens qui sont au niveau de l'établissement hospitalier spécialisé de Chiraga et qui permettent cette transition et cette réinsertion douce de tous ces patients atteints justement d'addiction aux drogues, aux substances justement aux psychotropes entre autres. Donc on a été ravis de vous recevoir, professeur Abdelkrim Messaoudi, en qualité justement de chef de service addictologie au niveau de cet hôpital, et ça nous donne l'occasion justement de les saluer bien bas, toutes ces fourmis qui travaillent autour de vous au quotidien. Merci à vous. Merci. Non, merci à vous en tout cas pour ce travail très important qui permet de sauver des familles entières, qui permet de sauver des jeunes de la délinquance et aussi de dangers qui les guettent au quotidien. Vous venez d'en citer quelques-uns. En tout cas, voilà, la prise en charge au niveau de l'hôpital permet justement d'éradiquer une partie, aussi infime soit-elle, mais importante, de ce fléau. Merci infiniment. Et merci à tous ceux qui contribuent à cette campagne de sensibilisation dans ce sens. On vous salue bien bas également. C'était aujourd'hui une émission partiellement, je dirais essentiellement, consacrée à cette célébration de la journée de lutte pour les droits des travailleurs, le 1er mai. Donc on vous souhaite une bonne et excellente journée à tous et merci à tous ceux qui ont été là depuis le début de l'émission. On vous embrasse très fort.